Bonjour et bienvenue dans ce cours de biophysique. Dans cette vidéo, on verra ensemble la partie biophysique des solutions et en particulier l'abaissement cryoscopique. Dans cette vidéo, on verra ensemble quelques notions de cours et également quelques exercices corrigés. Alors l'abaissement cryoscopique, on appelle également abaissement des points de congélation. Généralement, ça concerne les solutions. Donc, lorsqu'on a par exemple un solvant donné qui est par exemple de l'eau, il a une température de congélation qui est connue. Et lorsqu'on rajoute du solide dedans, c'est-à-dire un solité, ce qu'il arrive, c'est qu'on aura une solution et cette solution nous donnera un point de congélation de la solution qui est différent lorsque le solvant il est tout seul. Donc cette différence de point de congélation du solvant et de solution, on l'appelle un abaissement cryoscopique. Entre une température du solvant liquide et une température lorsqu'on rajoute un solité ou du solide dans le solvant liquide. La cryoscopie, et en fait, c'est l'étude du point de congélation des solutions. Et la cryoscopie ou l'abaissement cryoscopique ou l'abaissement du point de congélation nous permet de déterminer la masse molaire d'un composé inconnu. Alors si on essaie un peu de comprendre qu'est-ce que c'est que l'abaissement cryoscopique, imaginons qu'on a de l'eau pure dans un récipient et on fait en fait baisser la température à 0 degré Celsius. Ce on aura en fait, c'est que on aura une formation d'un solide qui est la glace. La glace qui va se former au-dessus de ce récipient rempli d'eau parce que en fait, elle est en contact avec de l'air froid. Donc à un moment donné, à un certain temps, plus ou moins long, on aura en fait deux couches. Une partie qui est glace solide et une partie qui est de l'eau. Donc à un moment donné, il y aura un équilibre entre les deux, hein, entre les deux interfaces. Si par exemple on rajoute du solité à l'intérieur de ce récipient, ce qu'il arrive, c'est en fait la glace va fondre. Ça veut dire qu'on n'aura plus l'équilibre qu'on avait avant. On aura plus d'eau que de la glace. Ça veut dire plus de liquéfaction que de solidification. Et aussi encore, cela veut dire que simplement l'eau salée, elle congèle à une température inférieure à 0 degré Celsius. Ça veut dire qu'il faut baisser la température encore plus pour congeler cette solution. Et la différence en fait de ces deux températures, on l'appelle en fait l'abaissement cryoscopique delta θ. Et bien sûr, l'abaissement cryoscopique, c'est en fait l'abaissement d'un point de congélation d'un solvant. Et le point de congélation d'un solvant, il est proportionnel au nombre de moles de soluté qu'il contient. Et ce phénomène, en fait, il a été découvert par le chimiste Raoul, qui a en fait reformulé une loi qu'on appelle une loi de proportionnalité qui relie l'abaissement cryoscopique à une concentration cryoscopique osmolaire, c'est-à-dire plus on augmente la concentration osmolaire, plus on aura cette différence ou cet abaissement cryoscopique qui va augmenter. Donc la loi de Raoult nous donne la, on peut, on nous donne la concentration osmolaire, on peut la calculer si on a l'abaissement cryoscopique. Et également, si on a la concentration osmolaire, on aura l'abaissement cryoscopique. Et Kc, en fait, c'est la constante cryoscopique du solvant. Et il est égal à 1,86 Kelvin osmol par osmol moins 1 litre pour le solvant l'eau, qui nous intéresse plus de point de vue biologique et également lorsqu'on parle de quelque chose qui est en relation avec la biologie. Alors, pour comprendre l'abaissement cryoscopique, on fera quelques exercices d'application. Alors, on a pour le premier exercice
l'osmolarité efficace du plasma elle est égale à 0,3 osmol par litre et on demande de calculer l'abaissement cryoscopique qu'on devrait mesurer en présence d'une glycémie qui est de 18 grammes par litre et on va admettre que le glucose est le seul en cause. Ça veut dire que cette glycémie elle est due à la présence d'une concentration élevée du glucose. Alors, si on applique la loi de Raoult, donc l'abaissement cryoscopique est égal à la constante cryoscopique multiplié par la concentration osmolaire totale. Et la concentration osmolaire totale, c'est la concentration osmolaire efficace, qui est généralement constante pour une personne normale, plus la concentration due à l'augmentation de la concentration du glucose. C'est-à-dire que pour une personne normale, sa concentration osmolaire efficace, hein, ça veut dire efficace, ça veut dire on prend en considération tous les composés qui sont osmotiquement actifs. C'est-à-dire si jamais on calcule l'osmolarité efficace, ben, il faut toujours enlever la partie de l'urée parce que l'urée c'est le seul composé qu'on a dans notre corps qui n'est pas osmotiquement actif. Donc, si on calcule, on a l'osmolarité efficace, c'est une valeur qui est une concentration qui est fixe pour une personne qui est normale. Elle est autour de 0,3 osmol par litre. Et tout ce qui se rajoute suite à une glycémie ou à une autre source d'augmentation de l'osmolarité, c'est-à-dire une augmentation du nombre de particules qu'on a dans le liquide extracellulaire, ben, généralement, donc, on rajoute, par exemple, dans cet exemple-là, on a la concentration osmolaire totale, c'est la concentration osmolaire efficace d'une personne qui est normale, plus la concentration osmolaire due à la glycémie. Donc, il faut calculer les deux pour calculer la concentration osmolaire totale. Alors, pour la concentration osmolaire du glucose, ben, on sait, puisque le glucose ne se dissocie pas, ben, la concentration osmolaire est égale à la concentration molaire, qui est égale à la concentration massique divisée par la masse molaire. Et on trouve que la concentration osmolaire du glucose, elle est de 0,1 osmol par litre. Et si on fait le calcul numérique, donc on a la concentration osmolaire du glucose, elle est de 0,1 osmol par litre, plus la concentration osmolaire efficace qui est de 0,3, et on aura comme valeur de l'osmolarité totale, c'est 0,4 osmol par litre. Si on fait le calcul, selon la loi de Raoult, ben on a Kc qui est la constante cryoscopique qui est fixe pour l'eau, c'est moins 1,86 et la concentration osmolaire c'est 0,4 et on aura comme valeur de l'abaissement cryoscopique c'est 0,74 degrés Celsius. Alors je répète encore une autre fois que lorsqu'on calcule l'osmolarité totale de n'importe quel plasma si on veut, donc il faut en fait calculer la concentration osmolaire efficace plus celle qui est ajoutée, c'est-à-dire celle qui fait en sorte d'augmenter cette osmolarité. Et dans notre cas, en fait, il faut rajouter la concentration osmolaire qui est due à la glycémie ou au glucose. Une autre chose, c'est que pour l'abaissement cryoscopique, puisque c'est une différence, alors l'unité, qu'elle soit en Kelvin ou en degrés Celsius, c'est la même chose. Ça veut dire ici pour la valeur delta θ qui est l'abaissement cryoscopique, donc c'est moins 0,74 degrés Celsius. Donc on n'a pas besoin de faire la conversion d'unité entre le Kelvin et le degré Celsius. C'est la même chose. Un delta θ, c'est une différence. C'est une différence. Alors qu'il soit en degrés Celsius ou en Kelvin, c'est la même chose. C'est une différence. L'unité dans ce cas-là de l'unité de la température est pas importante. Donc c'est une différence qu'elle soit en Kelvin ou en degrés Celsius. Donc on ne fera pas la conversion d'unité. Alors, pour le deuxième exercice, donc pareil, on a l'osmolarité efficace du plasma d'un patient ou d'un sujet. Elle est égale, la concentration osmolaire, elle est égale à 0,3 osmol par litre. Et l'abaissement cryoscopique du plasma, il est égal à moins
0,65 degrés Celsius chez un sujet en état d'ébriété. Et à partir de la loi de Raoult, on devrait calculer l'alcoolémie, qui est la concentration de l'alcool ingéré par cette personne. Donc, si on applique la loi de Raoult, on a l'abaissement cryoscopique, c'est moins la constante cryoscopique multipliée par la concentration osmolaire totale. Et la concentration osmolaire totale, en fait, c'est la somme de la concentration osmolaire efficace plus la concentration osmolaire due à l'alcool ou l'ingestion de cette quantité d'alcool. Donc, c'est cette concentration, en fait, qu'on cherche à calculer. Alors, si on fait le calcul, donc premièrement, on devrait calculer la concentration osmolaire totale, qui est l'abaissement cryoscopique divisé par Kc. Donc, pareil, on a le Kc, il est en Kelvin, le delta θ en 0,65 degrés Celsius. Donc, on ne fait pas de conversion des unités parce que c'est un abaissement cryoscopique. Qu'elle soit en degrés Celsius ou en Kelvin, c'est la même chose. Alors, si on fait la différence, on trouvera que la concentration osmolaire totale est de 0,35 osmoles par litre. Si on fait la différence, ça veut dire on fait la concentration osmolaire de l'alcool qui est égale à la concentration qu'on trouve totale moins la concentration osmolaire efficace, ben on trouve que la valeur de l'osmolarité ou la quantité ou la concentration osmolaire de l'alcool, elle est de 0,05 osmoles par litre. Et bien sûr, puisque c'est de l'alcool, elle ne se dissocie pas. Donc, on a la concentration molaire égale la concentration osmolaire qui est égale à la concentration massique divisée par la masse molaire. Et on fera simplement le calcul numérique, c'est-à-dire que la concentration massique, c'est la concentration molaire de l'alcool multiplié par la masse molaire et on trouvera donc la concentration massique ou l'alcoolémie de cet alcool, elle est de 2,3 grammes par litre. Alors pour le troisième exercice, on désire en fait préparer un collyre ophtalmique en utilisant du chlorure de sodium ou également en utilisant du sulfate disodique. Et la question c'est combien de grammes de, de ces deux composés, soit de chlorure de sodium, soit de sulfate disodique, doit-on dissoudre dans 1 litre d'eau pour préparer ce collyre. Et bien sûr, ce que nous donne, c'est que la température de solidification ou l'abaissement cryoscopique du liquide lacrymal, elle est de moins 0,89 degrés Celsius. Alors, si on veut calculer cette quantité de ces deux composés, ben, on utilise bien sûr toujours la loi de Raoult. Donc, on a l'abaissement cryoscopique, elle est égale à la constante cryoscopique multipliée par la concentration osmolaire totale. Et pour la molécule ou le composé de chlorure de sodium, on a deux particules et on sait bien sûr que l'NaCl, une fois il est dans un milieu aqueux, il va se dissoudre complètement pour donner du Na+ et du Cl-. Ça veut dire qu'on a deux particules. Et ça veut dire que si jamais on veut calculer la concentration osmolaire, ben, on prend la concentration molaire de NaCl et on la multiplie par 2, qui est deux particules. Alors, si on fait le calcul, donc la concentration molaire qui nous intéresse dans cet exercice est égale le rapport entre l'abaissement cryoscopique et le 2 fois la constante cryoscopique et on trouvera que la concentration molaire de NaCl elle est de 0,24 mol par litre. Et bien sûr, à partir de cette valeur, on peut facilement calculer la concentration massique, qui est la concentration molaire de ce composé multipliée par la masse molaire. Et on trouvera que la quantité à dissoudre de chlorure de sodium dans 1 litre d'eau pour préparer ce collyre, elle est de 14,03 grammes. La même chose pour le sulfate disodique.
jusque le sulfate disodique, une fois elle est dans une solution aqueuse, parce qu'il va faire, il va donner 2 fois 2 cations et du sulfate SO4 de moins. Alors on a donc trois particules, deux particules de sodium et une particule de sulfate. Et je répète, le sulfate, c'est un composé qui est assez solide, donc il ne se dissout pas et il ne se dissocie pas dans un milieu aqueux. Donc il reste compact SO4, SO4 de moins. Donc dans ce cas-là, on a trois particules, donc on remplace la concentration osmolaire par 3 fois la concentration molaire. Et on fait la même chose. Donc, si on veut calculer la concentration molaire de Na2SO4, on fait le rapport entre l'abaissement cryoscopique et 3 fois la constante cryoscopique et on aura comme concentration molaire 0,6 mol par litre. Et après, bien sûr, la concentration massique, c'est juste, on fait, on multiplie la concentration molaire qu'on vient de calculer par la masse molaire et on trouvera que pour préparer ce colure, on devrait juste dissoudre 22,72 grammes dans un litre d'eau distillée. Alors pour le quatrième exercice, et toujours dans la partie abaissement cryoscopique, donc on a une masse de glycérine dissoute dans 2,5 kg de solvant et on abaisse la température de congélation autant que si on avait dissous 2,5 g de sucre dans 125 g de même solvant. Et la question c'est de calculer la masse du glycérine. Alors premièrement pour le solvant, donc on a 2,5 g de solvant pour dissoudre le glycérine et puisque la masse volumique donc de l'eau elle est 1 g par centimètre cube. Donc 2,5 kg d'eau, elle est égale à 2,5 litres. Et pour le sucre, alors on a 125 grammes, 125 grammes, donc 125 grammes d'eau, hein, de l'eau, elle est égale à 125, 125 millilitres. Donc, pour l'eau, 1 kg est équivalent à 1 litre et 1 gramme est équivalent à 1 millilitre. Alors, d'après l'équation et d'après l'énoncé, d'abord, on a la température de congélation ou l'abaissement cryoscopique pour les deux composés, elle est égale. Et à partir de cette relation, on peut également écrire, d'après la loi de Raoult, que la moins cassé la concentration osmolaire de glycérine est égale moins cassé la concentration osmolaire de sucre. Et on peut simplifier avec cassé puisqu'on parle toujours de l'eau. Donc la constante cryoscopique est la même. Et bien sûr, donc on a la concentration osmolaire à partir de cette équation, elles sont égales les deux. Alors à partir de là, puisque le glycérine et le sucre, ce sont deux composés qui ne se dissocient pas et restent en une seule particule. Donc le sucre reste pareil et la glycérine reste pareil en une seule particule. Donc la concentration osmolaire est égale à la concentration molaire. Et on peut écrire que la concentration molaire de glycérine égale la concentration molaire de sucre. Et bien sûr, à partir de cette équation, donc une concentration molaire, c'est le nombre de moles par volume. Le volume de glycérine, c'est-à-dire le volume de l'eau qu'on a utilisé pour le glycérine. Et le volume du sucre, c'est le volume de l'eau qu'on a utilisé pour dissoudre le sucre. Et à partir de cette équation, pareil, on a le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Et on fait le calcul toujours. Donc, on peut sortir ou simplifier plutôt de la masse du glycérine, elle est égale à la masse du sucre multiplié par la masse du glycérine multiplié par le volume qu'on a utilisé pour dissoudre la glycérine et on divise par la masse molaire du sucre et le volume qu'on a utilisé pour dissoudre le sucre. Alors si on fait l'application numérique, donc la masse du sucre c'est 2,5 grammes, c'est donné dans l'exercice, et la masse molaire de glycérine c'est 92 du glycérine, sachant que le carbone c'est 12 grammes par litre, l'hydrogène c'est 1 gramme par litre, par mol, pardon, l'oxygène c'est 1 gramme par mol, donc si on fait la somme, on trouve 92 grammes par mol. Pour la masse molaire du sucre, c'est 342. Et bien sûr, on peut le trouver à partir de la relation de
semi-empirique de sucre. Donc le carbone 16 grammes par mol, l'hydrogène 1 gramme par mol et l'oxygène 16 grammes par mol. Si on fait le calcul, on trouve 342. Et si on fait l'application, bien sûr, pour le volume de glycérine, le volume qu'on a utilisé pour dissoudre le glycérine, il est 2,5 litres. Et le volume qu'on a utilisé pour dissoudre le sucre, c'est 125 millilitres. On trouvera après que la masse de glycérine, elle est de 13, elle est de 13 grammes, 13,5, 45, pardon, 13,45 grammes. Merci et à la prochaine vidéo.